Bonjour à tous, très content de vous retrouver sur notre chaîne Basket Session Reverse. Shai, l'actualité basket, aujourd'hui on se tourne vers Shaquille O'Neal qui nous parle des Jeux Olympiques. Euh, on essaye de pas toujours trop réagir aux commentaires de certains anciens joueurs américains parce que bon, c'est pas toujours pertinent. Et là, pour le coup, ça l'est pas, mais c'est son avis, c'est celui de Shaquille O'Neal du coup, qui revient sur les Jeux Olympiques. Et lui, il dit clairement qu'il en a rien à secouer des Jeux Olympiques et que les Américains devraient gagner de 20, 30 points. Mais qu'en gros, les Américains ont juste déconné. Qu'est-ce que t'en penses, Shai? Et enfin, déjà, peut-être dis-nous un peu plus, mets un Ouais, peu plus de contexte. Allez, non je te mais mets dans le c'est feu du ça, studio. mais il n'y a pas besoin de vraiment de contexte, c'est Shaq, hein. Shaq a pas toujours besoin d'être contextualisé, hein. Quand Shaq dit des trucs, il fait partie de ces gens dont tu parlais, donc on commente pas toujours les réactions, mais c'est toujours divertissant et matière à débat. Mais là, Shaq, en gros, il dit qu'il a pas regardé les JO, qu'il parlait avec Kenny Smith l'autre jour et Kenny Smith lui disait, ah t'as vu les Américains, on n'a plus tellement l'hégémonie, on se fait rattraper, l'écart est en train de se réduire. Et Shaq a dit absolument pas. Pour lui, il n'y a aucune réduction. Alors il dit oui, alors si j'imagine parce que il y a effectivement plus de joueurs NBA que l'équipe américaine doit affronter qu'auparavant. Shaq a fait partie de ce qu'on avait appelé la Dream Team 2 à l'époque dans la foulée de la Dream Team. Mais pour lui, c'est pas, enfin, le fait que les États-Unis aient galéré, ne serait-ce que contre le Soudan du Sud et après contre le reste, contre certaines équipes, la Serbie et la France, c'est pas normal. Dit notre 5 de départ, c'est que des joueurs qui sont. Quand on joue contre la Serbie, il y a le Joker, il dit le Joker qui est à ce niveau-là, et derrière en dessous, il y a Bogdanovic qui est à ce niveau-là. Nous, tous nos joueurs sont censés être au niveau du Joker. Il aime bien l'appeler le Joker, et je crois pas qu'il l'ait appelé Nikola Jokic une fois dans sa vie. Et donc pour lui, c'est pas normal, tu vois, et ça va à contre-courant de ce qu'a dit Dwayne Wade la veille, où il dit non, mais maintenant on n'est plus en 92, on peut plus arriver sur des compètes, même avec des super teams supposés, et espérer éclater tout le monde. Chaque lui, non, il dit non, si, on doit mettre 20 points à tout le monde. Si une équipe américaine ne met pas 20 points d'écart à ses adversaires, je ne suis pas impressionné. Voilà, en gros, c'est que l'équipe n'a pas de mérite. En fait, moi, ce que ça montre, c'est que chaque il comprend très très peu les dynamiques de son sport. Bon, alors je le savais déjà, hein, je pense qu'on le Mm. savait déjà tous, tu vois, on s'est déjà rendu compte, on a déjà écouté chaque. Tu sais, tout simplement, des fois, quand il veut comparer des équipes dans l'histoire, il va te dire non, mais de toute façon, on avait tel et tel mec et ils auraient jamais pu arrêter tel et tel mec. Et si tu prends notre meneur était meilleur et on avait quatre gars meilleurs dans notre Mm. 5, donc on était meilleur. C'est pas une science exacte. Et le pire, tu sais, sur les super teams, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit, mais déjà même en NBA, on voit bien que des fois, tu associes 3-4 talents et c'est pas pour autant que tu gagnes le titre en fait. Donc pourquoi? Parce que tu as soi-disant 12 mecs au niveau du Joker, ce qui au passage est faux, hein. C'est le meilleur joueur du monde, Nikola Jokic. Et dans l'équipe américaine, il n'y a pas 12 superstars. Mais si déjà en NBA ça marche pas, comment tu peux croire ça? Je veux dire, c'est-à-dire que tu captes pas les dynamiques collectives. Et je dis ça alors qu'à chaque fois on se moque presque de moi parce que je dis ouais, les individualités, ça fait quand même grave la différence dans le basket, mais il y a quand même des dynamiques collectives, il y a tout un sport, il y a des règles, il y a tout un truc. J'arrive pas à capter qu'un mec comme lui, qui a quand même été 3 fois champion NBA, 4 fois champion NBA, n'arrive pas à saisir ça en fait. Mais il a toujours. C'est pas le seul, hein. De toute façon, tu regardes sur les plateaux. Enfin, tu peux être un joueur génial, ultra dominant, plutôt bien connaître ton sport, parce que bon, il est capable d'analyser des trucs, il fait beaucoup de provocations sur certains points de vue, mais il a quand même un avis assez réducteur sur pas mal de choses. Et là, je crois que ça fait aussi partie du côté très américain de Shaq et d'autres athlètes de vouloir à tout prix que l'hégémonie américaine perdure. Et vu que lui, il l'a incarné parce qu'il était injouable, il était dominateur, il comprend pas que ça puisse arriver. Il se dit toujours, moi, si je joue aujourd'hui, Joker, pas de Joker, la Serbie, je leur colle 20 points, quoi. Je pense qu'il se dit bêtement ça, et ça manque clairement de réflexion, et je préfère l'approche d'un Dwayne Wade qui va dire, qui va analyser ça un peu plus profondément, et qui lui aussi pourtant a fait partie d'équipes très fortes, comme d'équipes aussi qui ont galéré d'ailleurs. Mais c'est un fait totalement indéniable que le fossé se réduit. Même moi qui ai considéré cette équipe de cette année comme invincible, enfin, où je la voyais pas perdre, je suis obligé de reconnaître que l'écart avec la Serbie puis la France était minime. Finalement, ils gagnent de très très peu, ils auraient dû perdre même contre les Serbes. Donc c'est indéniable, et pourtant ils ont mis sur le papier peut-être pas la meilleure équipe possible en l'état actuel des choses, mais la plus clinquante ou la plus légendaire, peu importe le terme qu'on utilise. Mais
Et je pense que Shaq, il va être comme d'autres, il verra que sur les prochaines compétitions, quand tu auras probablement plus LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, et que c'est d'autres stars qui seront amenés à prendre le relais, alors que les autres stars européennes seront toujours là et seront même peut-être auront peut-être même encore progressé, Luka Doncic, Victor Wembanyama et j'en passe, bah, là on va voir que ce fameux gap sur le niveau individuel des joueurs dont il parle, il se réduit, et sur le niveau collectif, bah, il s'était déjà quand même pas mal réduit sur les dernières années. Le niveau collectif, il est très largement en faveur des il est en faveur des internationaux, enfin des autres sélections. Voilà, donc bon, c'est Shaq. Ce serait bien qu'un jour ils disent je me suis trompé, je pensais pas. Effectivement, mais c'est pas le personnage, c'est comme ça. Et faut le prendre un peu comme il est, quoi. Tu sais, Ouais, j'arrive pas à faire la part de provoque et de savoir ce qu'il pense vraiment, mais j'ai l'impression que sur le basket, quand même, c'est quand même souvent ce qu'il pense. Ah oui. Et en fait, tu vois, c'est marrant, enfin, Inside the NBA, c'est marrant avec TNT et tout, mais il est catastrophique. En fait, il a des avis catastrophiques. Je juge, tu vois, c'est terrible. Je me permets de juger un mec qui est 4 fois champion NBA, alors que voilà, regarde-moi, mais je sais pas, tu le mets par rapport à Candace Parker, Dwayne Wade, enfin, je dirais que c'est fou l'écart d'analyse. Ça montre que tu peux être un joueur all-time et pas toujours comprendre ce que tu disais, toutes les dynamiques de ton sport, toutes les subtilités, ou je sais pas, même en dehors, juste sur la tactique, il prenait des masterclass par Candace Parker, enfin c'est... Bon, mais c'est pas grave, tu peux être joueur, et c'est comme dans tous les sports, tu peux être le meilleur de ton sport et pas être un très bon coach. Je pense pas que Michael Jordan serait un très bon coach, tu vois, et pourtant, on est plutôt unanime sur le côté GOAT du gars, mais... On verra avec d'autres. LeBron, par exemple, c'est quelqu'un qui est plutôt considéré comme cérébral et moins instinctif et tueur que l'était Jordan, mais c'est intéressant de voir que tu peux ne jamais avoir pratiqué le sport au très haut niveau et avoir de vraies réflexions, être un bon coach, et à contrario, ou un bon analyste, et à contrario, être une légende de ton sport, mais pas forcément en comprendre l'écosystème, quoi. C'est un peu ça avec Shaq. Après, moi, si tu veux, j'arrive pas. Il m'énerve moins quand même que d'autres. Je trouve toujours le côté un peu attachant, et même s'il dit des bêtises aussi énormes que lui, tu vois. Mais c'est bon. Voilà. C'est Shaq. On peut pas s'empêcher de réagir quand il parle d'un truc. Tu vois, c'est quand même moins. C'est moins agaçant et moins vicieux presque que quand Gilbert Arenas prend la parole sur un sujet. Tu vois, ça reste quand même. Ça reste acceptable quand même. J'ai l'impression qu'Arenas, il fait vraiment exprès. Oui, Arenas, il en rajoute, mais il le pense quand même dans le fond, tu vois. Ça, c'est possible. Mais tu vois, à un moment, je me disais, Arenas, il est super débile. Avec le recul, il est peut-être pas super débile, tu vois. Non, il est pas débile. Il a une stratégie marketing absolument dégueulasse, mais il est pas débile, du coup, tu vois. Après, bon, il a des idées, sans doute. Ouais. Et encore, tu vois, tu dis, il le pose vraiment. Ça dépend des sujets, j'imagine. Ouais. Mais oui, mais bon, non, bref. Ne parlons pas de Gilbert Arenas. On essaye d'éviter. C'est vrai qu'on devrait réduire, on devrait faire une liste de mecs de qui on peut réagir ou pas, tu vois, enfin bref. Allez, on peut enchaîner avec Trae Young, qui lui, pour le coup, a compris des choses. Il a compris pourquoi ça n'a pas marché avec DeJounte Murray. On sait que le duo d'All-Star qui a été formé par les Hawks juin 2022. Ouais, c'est ça. Il y a 2 ans, 2 saisons, ils ont fait ensemble, c'est ça. Il y a 2 saisons, voilà, les Hawks ont stoppé les frais. Murray a été transféré cet été, au moment de la draft ou autour de la draft, je me souviens plus tout début juillet, juste après la draft. Et du coup, Trae Young, il revient un peu sur tout ça dans le podcast de Paul George. Paul George, il sait faire parler les mecs. Ouais, c'est fou, hein. Et c'est fou, il sait faire parler les mecs, même sur des sujets un peu... Bon là, il n'y a rien de sensible, tu vois, mais sur des ententes, des trucs qui n'ont pas marché avec Gordon Hayward, avec plein de gars, et là, avec Trae Young. Je sais pas si tu veux que je te dise sa parole sur un peu ce qu'a dit Trae Young. Ouais, il t'a raison, il est très bon, Paul George. Même d'ailleurs pour donner des indices sur son propre avenir, c'était intéressant. On pouvait lire des choses, on pouvait deviner certaines choses pendant. J'aime bien Robert Covington, Nicolas Batum. Où est-ce qu'il joue? À Philadelphie. Je veux pas forcément jouer le titre la saison prochaine. Bon, bref, c'était. Mais oui, non, c'est toujours intéressant. Podcast P, si vous avez pas encore écouté, il y a toujours plein d'invités sympas. Là, c'était donc Trae Young, et ce trade de DeJounte Murray à l'époque, je sais plus comment on l'avait accueilli, tu vois. Sur le papier, moi, surtout avec l'arrivée de Quinn Snyder, je pensais que ça marcherait peut-être, parce que je les trouvais relativement compatibles sur le papier, et tu vas voir avec la citation ce que je vais te lire de
de Trae Young. Je pense que lui aussi pensait qu'ils étaient compatibles, et puis il s'est aperçu sur le tas que c'était un peu plus compliqué que ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y avait pas de guerre entre les deux. Ça s'est pas joué. Il n'y a pas eu une guerre d'ego, de relations pourries au sein de l'équipe. Mais par contre, ils ont très vite compris que la mayonnaise, elle prenait pas en fait. Et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Et donc, je vais te lire ce qu'il a expliqué à Paul George. Il dit, il y a eu du bon et du mauvais. Ce qui n'a pas été, c'est qu'on n'a pas gagné autant qu'on aurait voulu. Donc bon, ça, c'est une évidence. Mais le bon côté, c'est qu'on a une relation à vie désormais en dehors du basket. On est tous les deux des hommes proches de notre famille. On a des valeurs et un entourage similaire. On essaie de faire des choses pour les autres, etc. Et il dit, sur le terrain, c'était dur parce qu'on avait envie de gagner. On n'est pas le premier duo qui n'a pas fonctionné. On ne sera pas le dernier. Quand il est arrivé, j'étais super excité. Je l'ai appelé directement parce que j'avais quelqu'un qui allait pouvoir m'aider. Je savais que c'était un très bon joueur. Ça n'a juste pas marché sur le terrain. C'est dommage et on reconnaît tous les deux que ça craint, mais on sait que quand les choses ne marchent pas, les franchises doivent penser à la suite et faire des trades. Et donc là, il analyse un peu. Il dit ce qui est dur, c'est que quelque part, on est tous les deux altruistes, peut-être un peu trop altruistes de son point de vue. Parfois, je lui passais la balle, mais il n'était pas en mode attaque parce que ça reste un meneur qui pense d'abord à faire la passe. Parfois, c'est lui qui était au poste d'arrière et ça ne marchait juste pas. Sur le papier, on pouvait croire que ça fonctionnerait parce qu'à San Antonio, il était réputé pour être un très bon défenseur. Du coup, complémentaire avec lui, qui est clairement pas considéré comme un bon défenseur. Mais il n'était pas non plus, cela dit, considéré comme un scoreur, plutôt comme un gars qui implique les autres. C'est pour ça que ça n'a pas marché et c'est dommage que ça n'ait pas marché. Est-ce que toi, t'as cru que ça marcherait à un moment ou pas les Hawks avec ce backcourt là? Je pensais qu'ils feraient une meilleure saison que ce qu'ils ont fait là, la dernière. Ouais. Comme toi, avec Chris Snyder, le fait qu'il y a du talent autour. Après, je suis pas toujours convaincu quand tu as deux mecs qui ont vraiment besoin du ballon dans le même backcourt, tu vois. C'est pas la construction que moi j'envisage comme optimale, tu vois. Mais ça devient presque une question de préférence. Tu vois, je pense qu'il y a des GM, des coachs qui ont leurs préférences. Moi, je fais partie de ceux qui aimeraient essayer de ne pas avoir deux slashers, même si Trae Young est capable de shooter à 3 points, bien sûr, mais c'est quand même un mec qui va avoir envie de prendre des pick and roll, qui du coup va avoir envie d'avoir la balle, de sentir le ballon, tu vois, il va pas vouloir jouer sans le ballon. C'est un peu la différence avec Steph Curry. Steph Curry, tu pourrais l'associer avec un mec, et il aime avoir la balle, il a besoin de la balle, il est meilleur en shoot et dribble, mais il aime aussi beaucoup bouger sans la balle. Par exemple, tu vois, un backcourt Bill Booker, si on fait un peu là le tour des backcourts en NBA où tu as deux mecs qui ont besoin du ballon, qui sont des slashers, c'est pas Bill Booker, tu vois. Je te dis pas que c'est très complémentaire. Par exemple, McCollum Murray à New Orleans, je me dis pas que c'est très complémentaire, tu vois. Sur le papier, ça m'emballe pas des masses. Alors qu'à l'inverse, si tu as Derrick White et Jrue Holiday, alors là, pour le coup, c'est encore un peu différent. Imaginons que ce soit Jalen Brown l'arrière, on va tricher. Mais tu vois, Jrue Holiday, ou Jrue Holiday, Chris Middleton, tu vois, à Milwaukee, ça me plaît. Damian Lillard avec Chris Middleton, ça me plaît. Je sais pas, je suis pas ultra convaincu par ce type de backcourt, mais effectivement, comme toi, je pensais que ça ferait mieux quand même, et qu'il y avait des trucs où tu te dis, bah ouais, ok, les deux sont capables de faire la passe, les deux, il y en a un qui défend, mais mon truc c'était, mais qui va jouer sans le ballon? Parce que c'est des gars qui sont tout le temps habitués à avoir la balle, du coup dès qu'ils ont plus la balle, en fait ils savent pas couper. Donc il aurait fallu que Murray et Young apprennent chacun à jouer un peu différemment, et l'impression qui me ressort moi de ces 2 années communes, c'est qu'aucun des deux au final a appris à jouer différemment, aucun des deux a eu le recul sur le jeu et se dire ok, moi je vais devoir faire ça. Ce qu'a fait, par exemple, Dwayne Wade a été impressionnant à Miami, et ça montre la grandeur de Dwayne Wade. Pardon, je finis là-dessus. Tu vois, il a vu, non, mais LeBron James, il a besoin de la balle. Ben, moi, je vais devenir un excellent joueur sans le ballon, tu vois. Il n'y en a aucun des deux, je trouve, qui a eu cette maturité. C'est un peu, tu vois, sur toute la formation américaine où les mecs sont des superstars parce que c'est tous l'élite de l'élite dans leur pays. Du coup, ils ont la balle toute leur vie, et à un moment, ils arrivent à un niveau où tu peux plus avoir la balle, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est difficile, je pense, c'est qu'aucun des deux, après, en termes d'ego, et puis même juste de situation qu'ils ont connues jusque-là, Trae Young, ça a été le franchise player des Hawks, il les a emmenés en finale de conférence, donc il s'est dit, peut-être inconsciemment, pourquoi est-ce que moi je vais m'adapter? C'est moi le franchise player, c'est moi autour de qui l'équipe tourne. Et Dejounte Murray, c'est peut-être lui qui aurait, entre guillemets, dû, je dis pas que c'était ça la dynamique, mais se positionner comme un numéro 2 ou comme quelqu'un qui ferait les efforts. C'est peut-être injuste et c'est peut-être pas ce qui aurait fonctionné non plus, mais dans l'idée, effectivement, on n'a pas l'impression que les deux aient trouvé l'alchimie ou la manière de fonctionner. Après, c'est aussi au coach de trouver une formule, tu vois. Là, il l'a pas trouvé, que ce soit Quinn Snyder quand il a ou juste avant lui, avant qu'il arrive.
Et au moins voilà, ça a pas duré plus que ça et il n'y a pas de rancœur entre les deux et chacun va pouvoir faire son chemin. Trae Young va retrouver une situation où il est le manieur de Ouais. ballon ultra dominant, où il va peut-être être associé à un arrière plus défensif. Je sais pas comment vont se positionner les Hawks à partir de maintenant, parce que là dans le trade ils ont récupéré quelqu'un comme Dyson Daniels. C'est intéressant un joueur comme ça, tu vois, typiquement à jouer avec Trae Young, un mec à dominante défensive. Mais après c'est surtout les deux futurs premiers tours de draft aussi qu'ils ont récupéré dans l'opération, donc je sais pas comment vont opérer les Hawks maintenant que ils vont pas arriver à se dire ça y est on est très ambitieux. J'imagine pas ça comme ça, quoi. Non, mais je trouve que leur équipe, elle a peut-être plus d'équilibre. Mm. L'ironie, c'est qu'il va manquer quelque part un deuxième playmaker, tu vois. C'est-à-dire, faut que dans dans ton équipe, tu peux pas avoir juste un seul playmaker, pas à notre époque. Mm. Bien sûr, il faut que tu aies d'autres gars capables Ouais. de faire la différence balle en main, mais sans que ce soit, comme j'ai dit, des gens t'aimeraient. Tu vois, même quand il raconte l'action, bah, je lui passais la balle, mais c'est pas juste faire une passe, c'est où tu lui fais la passe, Mm. comment, dans quel timing. Donc, si tu remontes la balle et tu fais la passe juste pour qu'il joue un pick and roll lui-même, tu vois, c'est pas une synergie, ça. Je veux dire, c'est pas ça. Par contre, si tu as tu montes la balle, Dejounte Murray qui est prêt à prendre plein d'écrans, à le récupérer dans un certain spot, et là que tu lui fais la passe dans le bon timing, et que là Dejounte Murray il peut attaquer. Enfin, ça c'est, enfin, je sais pas, ça me semble totalement différent. D'ailleurs, j'étais en train de vaguement de réfléchir parmi toutes les meilleures équipes, il y a aucune avec un double duo de slasher. Hein. Que ce soit les Nuggets, les Timberwolves, les Mavericks. Si, bah si, il y a les Mavs. Il y a les Mavs Luka, ouais. avec Kyrie et Luka. C'est peut-être l'exception. C'est peut-être l'exception. Et je dirais que Kyrie est de toute façon une exception parmi ces mecs-là, de toute façon. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que c'est quand même spécial. Mais ces Hawks-là, tu vois, je pense qu'ils seront intéressants parce que si tu as Riz Haché, Jalen Johnson, DeAndre Hunter, tu as plein de mecs en fait qui peuvent switcher sur tous les écrans en défense. Juste, il faut qu'il y en ait un dans ce lot-là qui, en plus de savoir jouer sans le ballon, ce qui est déjà le cas pour Jalen Johnson par exemple, qu'il y en ait un qui développe un peu son jeu balle en main. Pareil, Zachary Rezaché va être très bon sans le ballon. Ce serait intéressant qu'il y en ait un des deux qui soit capable de créer des différences après avoir réceptionné la balle en sortie d'écran, etc. etc. Ouais. Mais moi, j'aime bien cette équipe-là, l'équipe des Hawks, honnêtement, je l'aime bien. Je me dis, c'est encore trop jeune, mais ça peut être vraiment sympa à suivre. Ouais. Et après, la question, c'est aussi pour les Pelicans, c'est ce qu'avec Murray, il change radicalement de... Enfin, pas de plafond, mais bon, tout dépend encore de Zion. Mais si dans un monde où Zion est en forme, Murray, c'est un bon partenaire, je trouve quand même. Si on a le Murray qui est capable de... Enfin, qui est un peu two-way, qui est un très bon défenseur, qui sait aussi être un meneur efficace, moi, j'aime bien. C'est juste que les Pelicans, je commence un peu à perdre espoir de les voir sous leur version optimale. Donc, est-ce que Murray va être le gars qui va changer la dynamique à voir, mais bon, ils vont chacun, voilà, Young et Murray vont chacun faire leur route de leur côté, et c'est pas plus mal parce que clairement ça fonctionnait pas et Atlanta, surtout Atlanta avait besoin d'avancer. Il y a quand même là un peu de pression parce que, enfin, moi tu l'as dit, hein, je m'attendais à ce qu'Atlanta finisse plus haut avec Quinn Snyder qui est un super coach. Il y a un peu de pression sur Snyder quand même de faire quelque chose là parce que là il peut plus dire bah on m'a donné, je suis arrivé avec un backcourt dysfonctionnel. Je pouvais pas le faire fonctionner. Maintenant, maintenant, il a un effectif qui est plus sans doute proche de ce que lui attend. En tout cas, il a dû avoir son mot à dire là-dessus. Bon, on verra pour les Hawks cette année. Yes, ça fera partie des équipes à suivre, évidemment. Bon, après, avec certaines limites. Hein, Ouais. Bref, je ne vais pas rentrer dans le débat. Allez, on enchaîne avec les Aces de Las Vegas. Pour le coup, là, c'est un scandale. Ça concerne du basket féminin en WNBA et ça concerne Becky Hammon. Et c'est mine de rien quand même bien moche. Je vais te laisser raconter l'histoire comme d'habitude. Ouais, mais l'histoire, elle remonte un peu. Enfin, on savait qu'il y avait un peu cette histoire-là, elle traînait depuis le trade de la joueuse impliquée, c'est-à-dire Derrick Hamby, que vous avez pu voir jouer un peu en 3-3 avec les États-Unis cette année au JO. En fait, en 2023, les Aces ont transféré donc Derrick Hamby vers Los Angeles. Donc jusque-là, un trade, il n'y a rien d'anormal. Sauf qu'elle était enceinte et qu'elle n'était pas du tout d'accord pour le trade et qu'apparemment il y avait une entente entre les deux équipes, entre la franchise et la joueuse. C'était pas censé se passer comme ça. Et là aujourd'hui, elle porte plainte. Pas uniquement parce qu'elle a été tradée pendant qu'elle était enceinte, elle porte plainte pour harcèlement et discrimination. C'est-à-dire, et ça vise très clairement Becky Hammon, qui est devenue ces dernières années encore plus
un peu une icône du coaching aux États-Unis. Elle était l'assistante de Pop, ça devait être celle qui lui succède, puis finalement l'opportunité ne s'est pas présentée. Elle est partie coacher les Las Vegas Aces, elle a remporté 2 titres en 2 ans, elle est encore en lice pour un three-peat qui serait... alors, ce serait pas la première fois en WNBA, mais qui serait quand même un exploit incroyable. Donc elle a une cote gigantesque, Becky Hammon, aux États-Unis. Peut-être même qu'elle aurait des propositions. Il y a des équipes, des franchises qui ont songé à nouveau à elle pour coacher en NBA et elle a refusé les avances. Bref, un personnage un peu iconique. Et donc, Direct AMB porte plainte contre les Aces, notamment Becky Hammon, et la WNBA pour cette discrimination. Elle parle de coups de téléphone de la part de Becky Hammon. Qui lui aurait dit, qui l'aurait accusé d'avoir prolongé son contrat tout en sachant qu'elle tomberait enceinte, de ne pas s'être assez bien protégée, que l'équipe avait besoin, donc je cite, de corps disponibles, et que du coup c'était pas très fair-play d'avoir fait ça à l'équipe. Bon, on parle quand même d'une femme qui est enceinte, qui elle affirme ne pas avoir prévu sa grossesse, qu'elle n'était pas du tout prévue, qu'elle avait signé son contrat sans savoir qu'elle était enceinte, qu'en plus elle avait prévu d'accoucher, enfin que l'accouchement était prévu pendant l'intersaison et qu'elle allait reprendre dans la foulée, qu'elle serait disponible en fait, ce que lui reprochait pourtant les Aces, mais qu'elle serait disponible au coup d'envoi de la saison, ce qui est très fréquent maintenant en WNBA. Les gens qui suivent, peut-être qu'ils voient Nafisa Collier qui a fait ça très récemment, qui a pas manqué grand-chose et qui a tout de suite repris la compétition. Bref, c'est assez moche. Le détail de la conversation téléphonique est assez accablant pour Becky Hammon, si toutefois c'est avéré. Et donc là, c'est une plainte fédérale, c'est pas juste une sanction sportive ou quoi. Il y a déjà eu des sanctions sportives contre les Aces. Là, voilà, plainte au fédéral, et il y a des détails assez moches qui cassent un peu l'ambiance et la dynamique de cette franchise qui est déjà devenue un peu iconique, de Becky Hammon qui est devenue un personnage très 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 suivi et apprécié dans le basket américain. Donc on va voir ce que ça va donner, mais pour finir, Becky Hammon lui aurait même dit en fin de conversation que elle craignait, que la franchise craignait qu'elle tombe enceinte une 3e fois, elle lui faisait plus confiance, et que du coup ça expliquait aussi en partie son trade. Il a aussi été demandé aux joueuses de Las Vegas de plus du tout communiquer avec Direct AMB ou de parler de Direct AMB devant les médias. C'est assez fou. Je trouve ça assez fou, quoi. On parle juste d'une femme enceinte, pas d'une affaire criminelle. Enfin, c'est assez dingue. On va voir ce que ça donnera dans les prochaines semaines, mais la fin de saison risque d'être un peu agitée du côté de Las Vegas. Ouais, c'est encore un comportement ignoble envers les femmes, et ce qui est triste, c'est que ça vienne justement plus d'une femme, quoi. Et c'est toute l'organisation, d'ailleurs. Oui, c'est bien sûr. Oui, là, on cible Hammon. Oui, voilà, on souligne Becky Hammon parce que c'est la coach et celle qui Bien sûr. elle est clairement impliquée dans le truc, si toutefois c'est avéré, mais voilà. Tu te dis que elle devrait monter au front pour défendre sa joueuse. Mais bref. On peut finir peut-être avec Kevin Durant qui a racheté juste des parts dans le PSG. Il devient actionnaire minoritaire du Paris Saint-Germain, donc du PSG Football, bien sûr. C'est pas le premier joueur NBA qui investit dans le foot. Je crois que LeBron, il est à Liverpool. Ouais. Si je dis pas de bêtises, il doit y en avoir d'autres. Mais voilà. Ouais. Kevin Durant qui confirme qu'il n'a aucun goût en matière de football. Pardon. je dérive un peu. KD qui donc a profité de son séjour à Paris, pas seulement pour nous faire désespérer et déprimer en finale des Jeux Olympiques, parce qu'il y a contribué quand même, mais aussi pour refaire du business, parce que c'est pas le businessman le plus vocal, enfin c'est pas celui qui en parle le plus, mais il est très 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 actif avec Rich Kleiman, son homme de confiance, son homme de main. Et donc via un fonds d'investissement américain qui était déjà en collaboration avec le Qatar, enfin avec QSI qui possède le Paris Saint-Germain, KT va devenir un actionnaire minoritaire du PSG, donc on devrait le voir assez souvent prochainement. Tu sais à combien de pourcents ? Je veux pas dire de bêtises, c'est quelque chose comme 2 ou 4%, je crois. Ok. Mais alors c'était déjà comme ça que LeBron avait lui fonctionné via un fonds d'investissement, Fenway Sports Group, qui avait notamment Liverpool et d'autres franchises. Pardon. Ah, c'est 12%, ouais, donc c'est pas mal. 12%, ouais. Voilà, pour une franchise, enfin pour un club qui est valorisé pour l'instant à 4 milliards, je crois. Ce qu'avait fait LeBron, c'était encore un meilleur coup, et je pense que ça a inspiré des gens, c'est que via Fenway, la valeur de Liverpool et des clubs de la plupart des autres clubs qui sont possédés par le groupe, enfin ils ont tous décollé en valeur, et Liverpool évidemment, et LeBron s'est mis dans le deal avant
Je crois que c'était tout au début de Jürgen Klopp et derrière il y a eu la Ligue des Champions, titre de champion d'Angleterre. C'est un des clubs les plus au niveau marketing qui cartonne le plus. Donc LeBron a clairement fait une très très belle bascule. Enfin, il peut en tout cas se permettre de faire une bascule. Donc ça inspire des gens et ça inspire Kevin Durant, qui est pas le premier joueur NBA qui s'affiche aux couleurs du PSG, qui a ce partenariat avec Jordan que beaucoup de gens ont vu. Donc on risque de voir Kevin Durant au Parc des Princes peut-être lors des intersaisons, ou en tout cas clamer son intérêt pour le PSG. Alors je sais pas si c'est le meilleur moment pour rejoindre le PSG. Je sais pas si on lui avait dit que Kylian Mbappé était parti au Real Madrid, mais donc la valeur va baisser un petit peu probablement, mais voilà, en tout cas ça montre que les joueurs NBA investissent un peu partout dans le sport aujourd'hui. Ils ont la force de frappe financière pour le faire en tout cas. Yes, on va s'arrêter là-dessus. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau CQFR. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Yes, ciao.